Ma femme infidèle m'a laissé mourir aux urgences, puis elle a vendu notre maison et a tenté de ruiner mon entreprise. Alors, je l'ai divorcée et maintenant je suis dans un bien meilleur endroit avec une partenaire géniale, mais sa vie est un désastre alors qu'elle porte son kit de soutien à la grossesse. Cela fait environ 2 ans que je suis séparé de mon ex-femme, âgée de 39 ans, et moi, 40 ans. Nous étions amoureux depuis le lycée. À la fin de sa dernière année, je venais juste d'obtenir mon diplôme et je l'ai rencontrée en travaillant dans un vidéoclub dans une petite banlieue. Nous avons été de très bons amis pendant environ 6 mois et finalement, j'ai eu le courage de l'embrasser, et comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Malheureusement, comme cette histoire est arrivée sur ce forum, nous savons tous que cela ne s'est pas bien terminé. Je n'avais jamais eu d'amis qui trompaient, je n'avais jamais entendu personne en parler, et je n'avais aucune idée du traumatisme qui allait suivre. C'était un hasard que je découvre la vérité. Mes parents étaient en visite et mon ex-femme est allée au mariage d'un collègue dans un autre état. Elle m'avait parlé de l'événement environ 2 semaines auparavant. Mon ex-femme avait quelques amis qui n'étaient pas communs entre nous, rien d'extraordinaire. Mais là, je regardais un film avec mes parents et je me suis rendu compte que j'avais perdu mon téléphone. Pendant la journée, je tenais ma tablette et je naviguais pendant le film, et timidement, j'ai utilisé la fonction de localisation de mon téléphone. Après 10 ans de mariage, nous avions beaucoup de comptes liés, et l'un d'eux était pour la musique. Au lieu de mon téléphone être le premier sur la liste, c'était le sien. Au lieu d'être hors de l'état, il était dans un hôtel local à 1 heure de route, qui est aussi une brasserie populaire. Ils y organisent des mariages tout le temps, et j'étais sûr que c'était ça, que je la retrouverais là-bas avec ses collègues vers 20 heures. Je suis parti en direction de l'hôtel et je n'ai pas pu la trouver nulle part. Après avoir cherché pendant 2 heures, j'ai réduit l'emplacement en utilisant le système de localisation à une certaine aile du bâtiment. Elle n'était pas au restaurant, alors j'ai fait de mon mieux pour agir. C'est ainsi que j'appelle cela quand on se fait passer pour quelqu'un d'autre pour entrer quelque part où on ne devrait pas être ou obtenir quelque chose gratuitement, parce que c'était facile d'obtenir ce que l'on voulait. Je suis allé au comptoir de la réception et j'ai dit « Ma sœur était à ce mariage plus tôt et je crains qu'un homme ait profité d'elle parce qu'elle est ivre. Pourriez-vous me donner le numéro de la chambre ?» Après une légère hésitation et m'avoir demandé un numéro de téléphone, ils m'ont indiqué la chambre. Mon cœur s'est emballé en tournant quelques coins, sachant maintenant ce que j'allais trouver. J'ai frappé à la porte et j'ai essayé de rester calme en disant « Service de chambre », ai-je mentionné avec le ton le plus agréable que je pouvais, tout en cachant ma colère et ma rage. Un homme a répondu en disant que je devais avoir frappé à la mauvaise porte. Immédiatement, mon masque s'est effondré. Je pense que j'ai la bonne chambre, que diriez-vous d'ouvrir la porte pour que nous puissions avoir une conversation ? Mon épouse infidèle commence à m'envoyer des messages, comprenant enfin que le jeu est terminé. Elle dit qu'elle veut parler le matin et qu'elle refuse de sortir de la chambre. D'accord, reste toute la nuit avec ton amant, compris. Je suis resté sur place pendant environ 1 heure juste pour voir s'ils allaient sortir. Dans cet endroit, les toilettes sont dans les couloirs, mais aucune des personnes n'est sortie et j'ai abandonné. Je suis allé prendre des photos de sa voiture comme preuve et je suis rentré chez moi, le cœur brisé, pour une nuit sans sommeil. Elle m'a demandé de la rencontrer dans un parc public où elle savait qu'il y aurait des gens. Elle a vraiment dit cela. D'accord, je n'ai jamais posé un doigt sur toi ni élevé la voix contre toi en 20 ans, mais maintenant, la violence domestique est une préoccupation. La faisant attendre, j'arrive au parc avec quelques minutes de retard et je me rends compte que mes attentes sont toujours fausses. Bien que j'ai reçu une réaction glaciale la nuit précédente, j'étais prêt à faire en sorte que cela fonctionne, à réparer les choses. Je suis venu avec un cœur prêt à pardonner, espérant du remords. Assurément, ma femme depuis 10 à 11 ans n'allait pas manipuler toute notre existence. Elle pleure, dit qu'elle est désolée, semble tout le temps juste désolée d'avoir été prise. Je lui ai raconté comment j'ai découvert la vérité et elle a souri. Nous avons discuté de son retour à la maison et j'étais à la fois horrifié et fasciné d'entendre. Je ne peux tout simplement pas revenir à la façon dont les choses étaient. Je me sens tellement piégé là-bas. D'accord, donc elle est la victime, n'est-ce pas ? Elle a passé 3 jours dans un hôtel au centre-ville, présumément à passer du temps avec son amant, essayant de décider si elle devait rentrer à la maison. L'amant était également en couple, avait un enfant de 12 ans, et peut-être que ce bagage était trop pour elle. Elle est revenue à la maison complètement apathique pendant 1 semaine, parlait à peine avec moi, exigeait que nous dormions dans des chambres séparées, affirmant qu'elle travaillerait là-dessus, mais qu'elle avait juste besoin d'espace après tout ce qu'elle avait traversé. Elle a dit qu'elle ne verrait plus l'amant. Nous avons fait ce qu'il fallait et avons commencé une thérapie conjugale. Première séance, aucun autre détail n'est apparu. J'ai demandé de la transparence et je devenais fou à force de rechercher des informations sur les infidélités sur Internet.
Elle maintenait simplement qu'elle ne pouvait pas revenir à la façon dont les choses étaient, mais ne pouvait en aucun cas verbaliser pourquoi notre vie n'était pas suffisamment heureuse ou épanouissante et ce que signifiait sa déclaration. Heureusement pour moi, le thérapeute a remarqué quelque chose et a posé la question avec perspicacité. « Vous avez bien mis fin à l'infidélité, n'est-ce pas ?» Choc et stupeur, elle ne l'avait pas fait. Eh bien, j'allais l'appeler pour le lui dire, mais je ne l'ai pas encore fait. À mesure que la vérité commençait à se dévoiler lentement, elle a avoué en partie qu'elle était avec lui depuis au moins 1 an auparavant. Je ne savais rien, j'étais complètement heureux dans notre intimité, et elle me manipulait avec des cadeaux. À un moment donné, elle m'a donné une montre avec une gravure en dessous, « Je t'aime de plus en plus chaque seconde ». Elle se souvenait de m'envoyer des messages et de m'appeler quand elle était en voyage d'affaires, tout en s'amusant avec son amant. Finalement, je suis devenu une boule de larmes, pesant mes options, aller en prison, sortir immédiatement de cette situation ou continuer dans ce mariage auquel j'étais si dévoué. J'aime cette femme de tout mon être. Deuxième séance, la transparence est abominable. En fait, ma femme avait désactivé le partage de localisation sur tous les appareils et changé tous ses mots de passe pour tout. D'accord, comment osais-je demander une telle chose alors qu'elle était si abîmée et en deuil? Mon ex-infidèle demande une relation ouverte et cela résoudra tout. Je suis horrifié, désespéré et dans un état mental terrible, et honteusement, j'accepte. Je pense que je savais secrètement que c'était terminé, mais je ne savais pas comment amener mon corps à l'accepter. Le thérapeute la pousse à rompre avec l'amant, toujours pas de nouvelles à ce sujet, et suggère que les relations polyamoureuses pourraient ne pas être saines à ce stade de notre relation. Mon ex promet de ne plus jamais revenir en thérapie car la thérapeute a été méchante avec elle. D'accord, je commence à voir un schéma ici. Je pleurais chaque nuit, des larmes profondes et terribles. Cette femme qui m'aimait et partageait la plus grande intimité ne voulait soudainement plus rien avoir à faire avec moi. Nous nous croisions dans la maison comme des fantômes de nous-mêmes. Je criais et pleurais au monde aléatoirement de temps en temps, c'est la période la plus sombre dont je me souvienne dans ma vie. Nous avons eu des relations sexuelles, je pensais que c'était des retrouvailles, mais quand nous avons terminé, elle a dit qu'elle avait juste besoin de satisfaire un besoin et que nous ne nous étions jamais vraiment aimés. Aïe, d'accord. Je pensais que nous avions une excellente relation qui n'avait jamais perdu son éclat. Nous étions toujours intimes, 2 à 4 fois par semaine. J'ai peut-être fait une erreur, j'ai téléchargé une application de rencontre et suis sorti à quelques rendez-vous. En fait, j'ai dit aux gens que j'étais marié et que je me divorçais probablement. J'étais super transparent avant de rencontrer ces gens. L'une m'a dit que si je finalisais le divorce, je devrais l'appeler parce que je suis un homme bien. L'autre m'a emmené dans son lit. J'aurais aimé attendre, simplement parce que cela a donné à mon ex des munitions et une justification légère pour l'infidélité. Nous en reparlerons dans un instant, j'ai presque fini avec ce train de la folie. Ce même week-end, elle part en camping avec son amant et me le raconte au nom de la transparence. Pendant ce temps, elle ne valide rien d'autre que je demande. C'était le cadre qui m'a fait me sentir inutile et c'est pourquoi j'ai dormi avec la personne que j'ai rencontrée via l'application de rencontre. Le lundi suivant, j'en avais assez. De façon étonnante, j'étais toujours prêt à travailler sur le mariage et à réparer ce qui n'existait plus. Mon ex est parti en voyage d'affaires et à ce stade, je n'avais vraiment aucune idée de ce qui se passait. Il n'y avait absolument aucune confiance. Je l'ai appelée et exigé qu'elle quitte cet homme, qu'elle s'engage à m'aimer, qu'elle reconstruise cette confiance immédiatement, ou je partirai avant qu'elle ne revienne. Elle a répondu qu'elle n'était pas sûre de pouvoir faire toutes ces choses. Ce n'était plus un mariage, mais un désastre qui nécessitait une équipe de nettoyage. Pendant qu'elle était absente, j'ai emballé toutes mes affaires nécessaires, pris le chien et emménagé chez des amis. Elle ne pensait vraiment pas que je le ferais. Elle m'a appelé en sanglotant cette nuit-là, me demandant pourquoi j'avais retiré mes affaires. Une véritable descente dans la folie. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'elle agisse vite, que, après près de 2 mois à gérer cela, elle devait prendre une décision. Je ne pouvais plus vivre avec elle dans cette situation et le temps s'écoulait rapidement. Je lui ai dit que, probablement dans 2 mois ou moins, je serais fermement décidé au divorce. Qu'elle n'avait rien fait pour se rapprocher de moi et n'avait fait que des commentaires abusifs avec son égoïsme et son besoin incessant d'être validée par d'autres hommes. Elle a répondu à cela en disant que c'était de ma faute d'avoir découvert l'infidélité. Selon ses propres mots, elle ne cherchait pas une issue, mais aurait joué le rôle de bonne épouse pour le reste de nos vies si je n'avais tout simplement pas découvert la tromperie. J'étais écœuré et presque rendu fou par ce que j'entendais au téléphone. Qui était cette personne que je pensais connaître, avec qui j'avais partagé ma vie, qui me valorisait si peu que j'étais un objet jetable ou, au mieux, juste là pour satisfaire ses désirs et ses besoins?
Elle a reculé et a exclamé que cela pourrait être une bonne chose, que nous grandirions en quelque chose de nouveau et que nous sortirions ensemble pour des rendez-vous et que nous serions excités de nous revoir. Si c'est censé être, alors nous nous remettrons ensemble. Sérieusement, comment est-ce possible? Même dans cet état, je savais que les relations sont quelque chose sur lequel on travaille et que l'amour est une pratique, et je ne recevais rien de tout cela de cette coquille humaine horrible. Environ une semaine plus tard, j'ai essayé de la rencontrer. Elle a dit qu'elle voulait discuter du divorce. Cela s'est vraiment terminé par une excuse pour flirter avec moi et ensuite contrôler mes avances. Elle disait combien elle se souciait de moi, mais si j'essayais de toucher ses jambes, elle disait qu'elle n'était pas encore prête pour cela. Depuis que j'avais déménagé, elle avait aussi déménagé, de manière insensée, et payé un double loyer en obtenant un bel appartement en ville, à seulement quelques pâtés de maison du bar où nous étions. Quand je me suis proposé de la raccompagner chez elle, elle a raillé et dit qu'elle irait bien et qu'elle n'était pas encore prête à ce que je voie son nouvel endroit. Donc, après avoir été son mari pendant près de 11 ans, ensemble depuis 20 ans, maintenant je ne pouvais pas toucher ses jambes ni la raccompagner chez elle. Seul avec le chien dans ma nouvelle chambre louée chez des amis, j'ai pleuré plus cette nuit-là que jamais dans ma vie. Je savais que c'était fini, vraiment fini. Je savais que la femme que j'aimais était partie. Peut-être que les lunettes roses avaient été levées, mais je savais que ce serait dans mon meilleur intérêt de ne plus jamais interagir avec cette personne et de la couper de ma vie. J'étais dévasté parce que j'avais vraiment et profondément donné mon amour à cette personne et que je pensais que toutes ces années avaient été réciproques. Comme mon thérapeute et beaucoup d'autres me l'ont dit, j'étais comme un homard dans une casserole. Je n'ai pas vu les signes avant-coureurs quand elle détestait mes amis ou me disait que ses amis me détestaient. Je n'ai pas vu les signes avant-coureurs quand elle a commencé à voyager sans cesse pour le travail, ni quand je lui ai demandé comment elle se sentait vraiment et s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour améliorer notre relation. Une partie de cela est due aux yeux de l'amour et une autre partie était sa manipulation désagréable que je ne pouvais pas voir jusqu'à maintenant. Rien n'était suffisant pour elle, ni mon travail, ni notre maison, ni le travail que je faisais à la maison. Tout était une ruse qui s'accordait parfaitement avec ma dépendance affective. Je voulais réparer les choses et être assez bon, et elle était très capable de créer suffisamment de désastres et d'offrir suffisamment de carottes pour me garder engagé. Je ne cherchais pas à ce que l'amour soit réciproque, mais à l'aimer assez pour nous deux. La tête claire, j'ai décidé que le divorce allait se faire et, avec son attitude folle, cela signifiait que j'allais déposer tous les documents. J'aimerais pouvoir terminer ce grand monologue ici, mais vous n'avez vu que l'éveil jusqu'à présent. Les griffes sont sur le point de sortir. Nous n'avions pas parlé depuis 3 semaines et je sentais que je prenais les bonnes décisions dans ma vie. Je suis entouré d'amis, je progresse et je gagne en clarté. J'ai compris le piège dans lequel j'étais et j'ai pris la ferme décision de ne pas nous remettre ensemble. Le téléphone sonne. Qui cela peut-il bien être? C'est mon ex-femme, avec qui je devais prendre un café pour discuter des papiers du divorce. Elle me dit qu'elle ne peut pas le faire à l'heure prévue, mais que je lui envoie un message 2 heures plus tard et que nous pourrons nous rencontrer. D'accord, je suis le plan, sautant par-dessus plus d'obstacles, et, en lui envoyant un message, elle me dit qu'elle est dans la cabane familiale à la montagne et que je devrais venir passer la semaine et rester avec elle. Non, je ne vais pas mettre de côté toute mon intégrité et cette petite dose d'estime de soi que je viens de découvrir pour retourner dans son lit. Je refuse l'invitation, déclarant l'importance de travailler sur le processus de divorce. Elle se montre frustrée et d'une certaine manière un peu en colère parce que je ne suis pas prêt à tout laisser tomber dans ma vie et courir à la cabane. Je lui demande ce qu'il en est de l'amant et sa réponse est qu'il l'a quitté dès que j'étais hors du tableau. Le karma est parfois une créature capricieuse, je suppose. Enfin, nous nous retrouvons pour prendre un café et j'apporte tous les documents. Elle commence à faire des commentaires sur mon apparence, disant que j'ai l'air bien et que je semble aller bien. Non, je suis dévasté et ce n'est pas un jeu pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Nous abordons les détails concernant le partage de la maison, dont elle dit qu'elle a droit à plus de la moitié. Je ne dois pas toucher à son fonds de retraite, et comme compromis, je garde mon entreprise intacte, dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans. Je vais rester sur son plan de santé pendant la durée du divorce et nous réglerons cette situation aussi rapidement que possible. Alors que je me tourne pour partir, elle me suit jusqu'à ma voiture en marmonnant des choses. Me retournant sur mes talons, je lui demande si elle a quelque chose à dire pour elle-même. Désespérément, je cherche du remords, peut-être une petite partie de la personne que je pensais m'aimer. Elle laisse échapper une phrase plus proche d'une question que d'une réponse. Dis-so. Désolé pourquoi, rétorquai-je. Pour ce que j'ai fait, murmure-t-elle, comme si cela avait été dit par la plus petite souris d'église. C'était un effort faible qui n'exprimait pas du tout de remords, mais plutôt le choc d'avoir été découverte. D'une certaine manière, c'était utile, cela m'a fait savoir que mes suppositions étaient maintenant correctes et que je savais où je me tenais.
Elle n'était pas triste à cause de ce qu'elle avait fait, seulement parce qu'elle m'avait perdu en tant qu'atout. Avec son masque tombé, elle voulait maintenant que cet homme revienne dans sa vie, celui qui, à un moment donné, aurait tout fait pour elle. Ce fut la seule excuse que je recevrai. Elle me demande quelle sera notre version de l'histoire et je fais une pause en essayant de comprendre la question. Oui, du genre, que dirons-nous aux gens? Que dirons-nous qu'il s'est passé? Peut-être pourrions-nous dire que nous avons décidé mutuellement de voir d'autres personnes ou quelque chose comme ça. Quelle est notre histoire? Notre histoire. Eh bien, tu peux dire ce que tu veux, mais je vais absolument dire la vérité à quiconque veut bien l'entendre. Voilà ce qui s'est passé, tu as brisé mon cœur, tu as trompé notre mariage, et maintenant tu veux tout avoir. J'en ai assez et je n'ai pas besoin de créer une histoire pour me sentir mieux dans ma peau. Au revoir. Je me tourne et je pars, et dès que je traverse la rue, un train passe, mettant fin à notre conversation. Je monte immédiatement dans ma voiture et j'envoie des messages à toute sa famille pour leur parler de la fin du mariage et leur expliquer pourquoi cela est arrivé. Maintenant oui, nous parlons de Griffes de Wolverine. Je me suis senti bien en fermant la porte, sachant qu'il n'y avait aucune manière saine de réparer les choses et en réalisant que ce n'était pas une relation saine en premier lieu. Alors que le processus de divorce prenait forme, d'autres tragédies ont commencé à me tomber dessus. J'ai été frappé par un fusil à double canon juste avant le jour où j'ai découvert l'infidélité, environ 3 mois auparavant, lorsque mon ex-femme était en voyage d'affaires ou en train de trahir. Notre maison a été inondée un dimanche de Super Bowl. Je suis allé chez un ami et quand je suis rentré, j'ai trouvé un demi-mètre d'eau dans notre garage. Apparemment, elle était à Amsterdam, où il y avait quelques bureaux, mais quand je l'ai appelée pour lui parler du désastre, on aurait dit qu'elle était juste à côté. Quoi qu'il en soit, elle a simplement commencé à me crier dessus pour que je répare cela. Bien sûr, c'est ce que je faisais. Si j'avais été intelligent, j'aurais couru à la quincaillerie les dernières minutes où elles étaient ouvertes et j'aurais acheté une pompe pour drainer l'allée. Heureusement, notre garage était relié à un sous-sol aménagé et c'était le point le plus bas de la propriété. Cependant, l'eau avait complètement envahi le garage et avait presque débordé pour entrer dans la maison. J'ai appelé un ami qui est architecte paysagiste et habile dans de nombreux domaines. Nous avons rempli des sacs de sable jusqu'à minuit, mais les pluies records nous frustraient à mesure que nous avancions. Nous avons sauvé la propriété pendant quelques minutes, mais avec les pluies records de cette année-là, elle était sur le point de déborder. Nous avons eu une idée pour siphonner l'eau de l'allée vers la salle des services dans mon sous-sol, où se trouve le drain. Nous avons attrapé des tuyaux d'arrosage de 20 mètres et j'ai commencé à aspirer avec mes poumons pour faire passer l'eau. Cela a fonctionné. En plus de recevoir une bonne gorgée d'eau du sol, j'ai obtenu un flux constant pour le drain, quelques litres par minute. L'allée ne reculait pas, mais au moins ne débordait plus. Cela m'a donné un peu de temps pour enlever l'eau avec un aspirateur autour de la maison. J'ai retiré environ 20 litres à chaque fois et les ai jetés dehors. Une des gouttières fuyait, au lieu d'aller dans le drain français, elle déversait dans l'allée. J'ai commencé à remplir une grande poubelle qui devait être vidée toutes les 3 heures ou se remplissait d'eau de pluie. Je suis trempé, sous la pluie, sans dormir depuis 24 heures. Quand je dors enfin, je mets une alarme pour me lever et enlever l'eau pour m'assurer qu'il n'y a pas de dommages. Le lendemain matin, je cours à la quincaillerie et j'achète une pompe électrique. Elle a littéralement sauvé la journée. Cette petite pompe à moins de 40 € a détourné plus de 3000 litres d'eau en 1 heure. En environ 3 heures, elle a complètement déplacé l'eau de l'allée vers la rue, environ 9000 litres qui étaient sur mon allée, du mollet au genou. Ce même jour, je suis allé travailler et j'ai vu mon propriétaire, qui dirige une entreprise de construction, et je lui ai raconté mon histoire. Il a immédiatement appelé son équipe d'intervention en cas de catastrophe et m'a envoyé chez moi 3 déshumidificateurs industriels pour absorber l'eau des murs et de la structure. Je les ai laissés fonctionner pendant quelques jours. La pompe fonctionnait toujours dans l'allée. Quand mon ex est rentrée à la maison, elle a commencé à me dire que je la stressais avec cette situation et que j'aurais dû attendre pour lui dire quand elle serait revenue. J'ai pensé que tu aimerais savoir que nous étions sur le point de perdre la maison et d'encourir des dommages de près de 40 000 €. Ensuite, elle a affirmé que la pompe dans l'allée était tellement embarrassante et que si je ne la déplaçais pas, elle le ferait. N'oubliez pas qu'il pleuvait encore, que la maison risquait toujours d'être inondée et que même mes voisins étaient venus offrir leur aide. Je suis revenu d'une consultation matinale et j'ai trouvé la pompe déplacée dans le garage, je ne pouvais pas y croire. Enfin, j'ai réparé la gouttière et il a cessé de pleuvoir suffisamment pour que l'eau recule. Environ une semaine plus tard, un samedi ordinaire de printemps, je suis tombé gravement malade. Je n'arrivais pas à me débarrasser d'une terrible grippe. J'ai commencé à regarder des films et à me reposer. Au milieu de l'après-midi, ma poitrine a commencé à me faire très mal et ne s'atténuait pas avec les médicaments en vente libre.
J'ai mentionné à mon ex ce qui se passait et que je pensais que cela devenait sérieux. Tu ne peux pas t'occuper de toi-même? Eh bien, je ne vais pas te conduire aux urgences. Je vais y aller avec toi, mais je ne conduirai pas. Très bien, je vais moi-même conduire jusqu'à l'hôpital, merci de m'accompagner. C'est très aimable de ta part, chérie. Je suis arrivé aux urgences de l'hôpital et je me suis enregistré. Quand je suis arrivé, ils ont remarqué que mon oxygène avait légèrement chuté, mais rien d'alarmant. Nous avons attendu plus de 3 heures et ma poitrine battait fort. Il était de plus en plus difficile de respirer. Mon ex a refusé de demander à quelqu'un de me voir, alors je me suis traîné jusqu'à la réception et j'ai failli m'évanouir. Ils m'ont dit qu'ils allaient s'occuper de moi et m'ont mis dans un fauteuil roulant. Enfin, quelqu'un est venu prendre d'autres signes vitaux, mais n'a vraiment pas abordé le problème principal. J'ai dit que je pensais avoir une pneumonie, que ma poitrine me faisait mal et que je n'arrivais pas à respirer. Ils ont minimisé et ont dit que ce n'était probablement pas ça, mais m'ont transporté sur une civière dans une salle inoccupée. J'ai attendu encore environ 1 heure, et à ce stade, j'étais vraiment confus et respirais à peine. Mon ex me regardait simplement avec des yeux pleins de colère, totalement inutile. J'ai littéralement commencé à crier à l'aide. Quelqu'un, aidez-moi, à plusieurs reprises, aux grandes dames de cette femme. Je ne m'en souciais pas, je sentais que j'étais en train de mourir. Je suis en train de mourir. Après environ 3 à 5 minutes de cela, quelqu'un est entré, agacé par ce que je criais, mais a ensuite accepté de m'examiner. Il s'est avéré que mon oxygène avait chuté à 50%, ce qui en soi est potentiellement mortel, et mon sang était presque devenu septique. J'avais une pneumonie bactérienne. Très probablement, je l'avais développée lorsque j'avais avalé cette eau du sol en sauvant la maison. Elle ne m'a jamais remercié. En fait, elle a dit qu'elle méritait plus de la moitié de la maison et qu'elle devrait probablement tout prendre. Après avoir été mis sous perfusion, ils m'ont donné une perfusion de morphine pour aider avec les douleurs thoraciques. Avec le confort, je suis entré et sorti de la conscience, et en levant les yeux, j'ai capté son regard. Cette personne sans âme me regardait avec des yeux qui souhaitaient que je sois mort là, sur le coup. L'assurance vie serait certainement une énorme aubaine pour cette femme. Nous avons des polices d'assurance d'1 million d'euros. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, le grand signal d'alarme qui m'a fait savoir que quelque chose n'allait pas. Et bien que je l'ai découvert accidentellement, j'ai commencé à noter les choses qu'elle disait ou les personnes avec qui elle disait être. Elles n'avaient aucun sens, et dans mon cœur, je savais que quelque chose n'allait pas. La cerise sur le gâteau était que les rondes d'antibiotiques que je prendrais, combinées avec le stress du divorce, entre autres choses, avaient éliminé ma flore intestinale. Je passerai l'année suivante à découvrir que j'avais une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Maintenant, retour au processus de divorce en cours. Je pense que cette histoire de fond est importante parce qu'elle pose les bases des événements qui allaient suivre, en plus des conversations précédentes. Bientôt, je vais les énumérer ici pour donner un contexte. Après notre rencontre, où j'ai reçu la tentative la plus faible de excuses dans l'histoire du langage, et après avoir raconté à sa famille l'infidélité, mon ex a mis en place certaines choses. Premièrement, elle a tenu à dire aux personnes qui étaient des connaissances et à sa famille immédiate que j'étais un bon à rien, un non-contributeur à la relation sur le plan émotionnel et financier. Elle a dit qu'elle avait toujours voulu des enfants et que moi non, et qu'elle avait peur parce que j'étais presque abusif. À cause de cela, je dois encore expliquer la situation ou couper les liens avec les personnes qui ne veulent pas entendre ma version de l'histoire. La vérité est complètement opposée. Bien sûr, elle a maintenu pendant des décennies qu'elle ne voulait jamais d'enfants et chaque fois que j'en parlais, cela déclenchait une grande dispute. Sa famille a évidemment pris son parti et j'ai perdu des relations que je pensais être ma famille depuis 20 ans. Non, ils ont simplement coupé le contact. Heureusement, la plupart de nos amis qui nous connaissaient vraiment l'ont abandonnée et ont réalisé ce qu'elle faisait. Une fois que mon ex a découvert mes problèmes de flore intestinale et tous mes soucis médicaux, elle m'a appelé pour dire que nous devrions rester amis et qu'elle s'assurerait que je reste sur notre assurance par son travail. Elle a demandé à ce que nous nous rencontrions à nouveau et j'ai refusé, sachant qu'elle voulait raviver les sentiments. Dès que j'ai raccroché, elle a commencé à falsifier des documents et a soumis une lettre de séparation légale au département des ressources humaines pour m'interdire l'accès à l'assurance, rapidement. J'ai découvert lors de plusieurs rendez-vous médicaux que quelque chose n'allait pas avec ma couverture. Tout ce qu'ils me disaient, c'est que la police avait été annulée. J'ai fait tout mon possible pour obtenir une assurance, mais ils n'ont jamais pu l'activer, même si j'étais prêt à payer les 800 € par mois. C'était un cauchemar de payer de ma poche et de faire des allers-retours par téléphone. J'ai appelé mon ex et elle se lamentait en disant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait.
Enfin, j'ai trouvé la bonne personne au département des ressources humaines et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas activer l'assurance car ils cherchaient le juge qui avait signé les documents de séparation légale que mon ex avait soumis. Stupéfait et encore plus dévasté, j'ai demandé exactement ce qu'il voulait dire. Mon ex avait falsifié le document judiciaire, signé avec un faux nom à l'endroit où les références du juge devaient être, et soumis cela au département des ressources humaines pour me retirer illégalement de l'assurance avant le divorce. J'ai dit qu'ils ne trouveraient jamais ce juge et que ce qu'ils avaient entre les mains était frauduleux. Nous n'avions jamais été au tribunal ensemble, ni soumis aucun document légal de séparation. Le département des ressources humaines a paniqué comme jamais auparavant, et rétroactivement, ils m'ont rendu mon assurance pour toute la période perdue. C'est aussi pourquoi je n'ai pas pu obtenir l'assurance, car ils attendaient que ce juge imaginaire confirme la légalité de tout cela. J'ai envoyé un message furieux à mon ex, disant qu'elle ferait mieux d'appeler le département des ressources humaines et d'accélérer le processus, et elle a feint l'ignorance. Eh bien, nous sommes séparés, je ne veux tout simplement pas faire quelque chose d'illégal. Quelle absurdité. Nous nous sommes rencontrés une semaine plus tard et elle m'a remis des documents d'assurance au bureau de mon avocat pour faire semblant de m'offrir de l'aide après coup. Elle a vendu la maison, tant mieux pour elle, sauf qu'elle l'a vendue sans mon accord. Elle a signé mon nom sur tous les documents et ne m'a même pas donné le montant final. J'ai dû le découvrir par mon avocat lors du processus de découverte. Oui, ça fait aussi mal. Elle a essayé d'attaquer mon entreprise et ne l'a laissée tranquille que parce que j'ai dit que je poursuivrais son fonds de retraite. Avec le recul, j'aurais aimé le faire. Son fonds de retraite était essentiellement notre fonds de retraite, et il y avait des conversations comme je fais toutes les courses parce que je contribue à notre avenir. Étant travailleur indépendant, mon emploi n'avait pas cette fonction. Bien que j'économisais pour la retraite, ce n'était pas le fonds équivalent qu'elle avait le privilège de constituer. Elle était tout à fait prête à dévaster mon entreprise aussi, mais heureusement pour moi, elle était trop avare pour engager un avocat, et le mien a protégé mes actifs et a fait savoir que tout juge me permettrait de garder et de prendre son fonds de retraite si je le voulais. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de dire aux gens que je n'ai jamais voulu d'enfant, et ma pauvre mère pleure simplement à cause de cela parce qu'elle sait que c'était le contraire. Dans une autre tentative de prouver son récit ridicule, elle est maintenant enceinte de l'homme avec qui elle m'a trompé. C'est exact, ils sont toujours ensemble, bien qu'elle m'ait dit qu'ils s'étaient séparés lorsque nous nous sommes séparés. Il s'avère qu'elle a attendu environ 6 mois, puis a présenté cet homme à sa famille comme son nouveau compagnon. Il est humoriste amateur, mais il a un emploi de jour et c'est là qu'ils se sont rencontrés, grâce à son travail. J'ai découvert tout cela parce qu'un des amis de cet homme m'a traqué sur un réseau social et m'a envoyé le message le plus sympathique disant qu'il était désolé pour tout cela et que les deux étaient des personnes répugnantes. En avril dernier, oui, 2 ans plus tard, je vois ces charges étranges de l'administration fiscale pour un total de 12 000 € qui passent par mon compte bancaire. Les chiffres n'avaient aucun sens, j'ai appelé la banque et mon comptable. Devinez quoi, mon ex-chéri a utilisé mon compte pour payer ses impôts. Je lui ai donné 24 heures pour rendre les fonds où je déclarais des charges frauduleuses. Avec le recul, j'aurais dû le faire et laisser l'administration fiscale la pénaliser jusqu'à l'oubli pour cela. Nous avons échangé des messages, elle ne s'est pas excusée, bien sûr, et a demandé pourquoi j'étais si en colère. Cela devenait vraiment stupide et j'ai finalement déclaré que je savais qui était l'homme avec qui elle m'avait trompé et que peut-être ses amis ne devraient pas me contacter en ligne. Elle n'a rien dit à propos de cette situation et la seule réponse que j'ai reçue est « Avec qui as-tu parlé ?» Et il y a de la lumière au bout du tunnel. En plus de cette personne qui, à un moment donné, comptait beaucoup pour moi et qui essayait de provoquer de la colère et du mépris jusqu'aux limites de la tolérance humaine, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que j'ai réussi. Non seulement j'ai survécu à tout cela parce que je suis un champion, mais je suis mieux grâce à cela. La chose la plus évidente est que vous, qui lisez ceci, êtes probablement aussi esséurés et dégoûtés par cette femme que moi. Les êtres humains comme elle ne devraient pas être en vie et ne devraient certainement pas avoir d'enfants. Ce voyage est devenu bien plus que cela et m'a propulsé à un nouveau niveau de croissance dont je suis ravi. Peu de temps après avoir commencé une thérapie, j'ai découvert que je suis un réparateur. J'ai grandi dans une famille où j'étais dévalorisé et mon épouse correspondait parfaitement à ce modèle, comme une pièce de puzzle. Cela semblait être un foyer. Toutes ces demandes insatiables et les obstacles à surmonter, je changeais toujours, essayant d'être la personne que je pensais pouvoir la rendre heureuse, sans jamais être fidèle à moi-même. Clairement, cette stratégie n'a pas fonctionné et m'a préparé à l'échec. Je mets cela ici parce que je donnais de l'amour sans jamais me préoccuper de le recevoir en retour. L'une des leçons les plus difficiles que j'ai dû apprendre a été de séparer mon ex de ma propre valeur. Quelqu'un ici a récemment fait un message qui m'a fait comprendre. J'avais aimé cette personne si longtemps et si sincèrement que j'avais dérivé une certaine quantité de ma propre valeur personnelle de notre relation.
Quand cela a été coupé, sans le savoir, j'ai ressenti que ma valeur avait diminué, que je devais prouver ma valeur à mon ex ou d'une manière ou d'une autre, j'aurais plus de valeur si elle était avec moi. Quelle déclaration tragique, et je ne pouvais même pas l'identifier jusqu'à récemment. Ne me connaissant pas, je n'avais jamais appris à me sentir à l'aise avec mes désirs, mes objectifs et mes ambitions. Je n'avais jamais appris à me sentir à l'aise avec mes réussites et mes erreurs. Arrivant tard à cette fête, je n'avais jamais appris ce que pourrait être ma valeur pour les autres et j'avais simplement enterré tout cela sous le prétexte d'essayer d'être assez bon pour que les autres m'aiment. J'ai toujours été extraverti et socialement agréable, mais cela ne venait pas du bon endroit. Maintenant, je peux voir les signes d'alarme chez les gens. Je comprends ce que j'apporte à la table et ce que je veux dans ce monde. Au cours de l'année écoulée, j'ai tellement grandi à tous ces égards. J'ai découvert qui sont mes vrais amis et ma famille, et je suis sans mots pour exprimer à quel point je les apprécie dans ma vie. J'ai rencontré quelqu'un, une femme incroyable qui a ses priorités bien en place. Nous nous aimons d'une manière totalement réciproque. Elle partage mes succès avec fierté et porte le poids des obstacles ensemble. Elle traite les personnes autour d'elle, y compris moi, avec empathie et gentillesse, avec une base de forte détermination. Sous ces valeurs, je me sens vraiment béni de la connaître et de continuer l'aventure de la vie avec cette jeune femme passionnée. Récemment, nous avons acheté une camionnette pour le camping. Pour mon 40e anniversaire, nous faisons un road trip à travers le pays. C'est tout ce que je pourrais demander et plus encore, car c'est rempli de nuances que je ne serais pas capable de demander dans ma relation précédente. Je pourrais laisser un long monologue ici sur tous les gestes simples et beaux qu'elle m'a offerts au cours de l'année écoulée. Mon entreprise a connu une croissance fulgurante, je suis libre de prendre des décisions à son sujet sans crainte de honte ou de mépris de la part de ma partenaire. Je peux aussi être fier de ce que j'ai créé et je peux y travailler autant que je le souhaite ou prendre une pause et laisser mon équipe gérer le quotidien, si je le décide. C'est un excellent endroit où être est bien meilleur que ce qu'il était vraiment il y a quelques années, quand je pensais que j'étais dans un mariage heureux. Pour la première fois en 30 ans, je suis sur le point de célébrer et de profiter de mon propre anniversaire. Cela semble si petit quand je l'écris, mais c'est une étape importante pour moi d'accepter qui je suis et d'en être satisfait. Si vous avez lu tout cela, bénissez votre cœur et votre curiosité, et le soutien que vous apportez en me permettant de partager cela ouverte et librement. Je ne sais pas si ce post aidera quelqu'un, mais il m'a aidé dans le processus cathartique de me libérer de la trahison causée par un monstre humain.